Donc, on a présenté la première partie, on a parlé un petit peu des rouges-fuels LPO, ce qu'on avait mis en place. Et là, je fais un deuxième diaporama pour vous présenter, ça va plaire un peu plus aux ornithologues parmi nous, les espèces qu'on a trouvées. Donc, l'idée, ça a été de sélectionner quelques espèces et ne refusant rien, je vais essayer de vous passer aussi quelques sons ou quelques chants d'oiseaux en même temps, si ça marche. On croise les doigts. Alors, il faut que ça marche. Voilà. Alors, quand on fait une étude, notamment par rapport à des IPA, ou quand on fait un refuge LPO, on va essayer de classer, entre guillemets, les espèces par catégorie. On va mettre c'est des subtilités que nous, on a en ornithologue, les nicheurs certains et les nicheurs probables. Donc, un nicheur certain, c'est un jeune qui a été vu, lapsus, un jeune qui a été vu, des adultes qui nourrissaient des jeunes notamment, ou un nid avec des oisillons dedans. Donc pour ceux qui connaissent un peu la LPO, c'est avec les fameux codes Atlas, notamment pour faune Touraine, faune France, etc. Et donc avec cette codification, ou avec l'habitude, on va mettre des espèces en nicheurs certains. Et donc en proportion, on a très peu souvent d'espèces ou de nicheurs certains, mais beaucoup plus de nicheurs probables. Parce que 4 passages, notamment, ça nous laisse très peu de possibilités. Et là, d'où l'intérêt aussi d'avoir des gens qui vont régulièrement. Plus on y va régulièrement sur un site, évidemment, plus on a des chances de voir des espèces nicheuses certaines. Alors, cette espèce-là, vous la connaissez certainement. Donc, on commence à la... Alors, ce qu'il faut comprendre pour une espèce, notamment pour ce fameux chardonnay élégant, donc élégant parce qu'il est relativement assez joli. On a des populations donc, qui sont nicheuses chez nous, qu'on va avoir à peu près de mars à juillet. Et après, on va avoir des populations hivernantes. Les oiseaux que vous voyez, par exemple, si vous avez installé vos mangeoires en ce moment, ce sont des chardonnerets qui sont des espèces hivernantes, des populations hivernantes, des oiseaux d'Europe des oiseaux d'Europe de l'Est ou d'Europe du Nord qui vont descendre chez nous en fait pour passer l'hiver. Donc le chardonnay, on va faire un essai tout de suite, on va voir si ça marche, j'espère. Vous allez me dire si vous entendez. Est-ce que vous entendez? Oui, Merci. C'est pas trop fort? un petit peu plus fort. Là? Un peu mieux. D'accord. Donc cette espèce, le chardonnay élégant, donc plusieurs choses à savoir pour lui. On va être dans le descriptif à peu près dans ses habitats. Donc déjà, typiquement, cette espèce-là, quand on voit la forme de son bec, c'est une espèce granivore, donc qui se nourrit de graines. Donc typiquement, donc son nom, qui s'appelle chardonneret, donc qui se nourrit avant tout de chardon, principalement. Donc si on laisse des chardons chez soi, on peut avoir du chardonneret, c'est une cause à effet. Donc après, ce qu'il va aimer beaucoup, si vous me voyez, c'est dans les branches, les petits hus qui sont présents, notamment des jeunes fruitiers. Si vous avez des jeunes pêchers, des jeunes fruitiers, quand il y a des encablures comme ça, il aime beaucoup faire son nid dedans. Donc son nid est fait de mousse et souvent comme la bergeronnette, un petit peu de crin de cheval ou à l'occasion de poils de chien, de chat, etc. Donc c'est une espèce qui vit vraiment à proximité de l'homme. Et lui, comme beaucoup de fringides, ce qu'il aime bien, sa particularité, c'est d'habiter dans des strates arbustives. Donc, qui dit arbustive, donc des arbres qui sont entre 0,5 m à peu près. Donc, en majorité dans les parcs, c'est ce qu'on trouve. Donc, il a besoin de ça et il va aussi pouvoir changer de régime alimentaire. J'ai dit qu'il était granivore, mais il va passer une période de l'année, il peut être insectivore aussi, et donc il va nourrir notamment ses jeunes avec des insectes, et ce qui est l'importance encore de cette proximité de l'arbre qui est à côté, qui va permettre à ces chardonnerets de pouvoir être présents. Donc espèce qui se porte relativement pas très bien non plus par rapport aux produits, mais j'ai phytosanitaire, j'en ai pas parlé, mais c'est des choses qui ont beaucoup décimé des espèces, hein, notamment des petits passereaux.
mais population qui commence à se stabiliser quand même. Et si vous faites de la gestion différenciée aussi, vous pouvez avoir des chardonnays quasiment toute l'année qui viendront chez vous. Donc c'est une espèce relativement assez jolie. Alors, ça peut être surprenant de trouver une espèce comme ça, mais comme je vous l'ai dit, il y a une majorité d'eau. Donc qui dit majorité d'eau, dit bassin, et qui dit bassin, dit possibilité à cette espèce de pouvoir nicher. Alors, c'est évidemment, alors le nom scientifique c'est Gallinule poule d'eau, on l'appelle souvent communément poule d'eau. Alors, oiseau relativement assez joli, équipé de plein de choses en fait. Bec pour manger plutôt des plantes aquatiques ou des graines, et donc qu'elle va donner à son jeune, comme ça, hein, régulièrement. Et la tache jaune n'est pas fait par hasard. La tache jaune est fait pour que le jeune puisse repérer rapidement le bec de l'oiseau, de l'adulte, pardon, qui va pouvoir lui donner à manger. Et après, particularité aussi, cet oiseau est monté de série avec des feux de détresse, comme on veut, ou des warnings, c'est le terme anglais, mais qu'on utilise même chez nous. Donc, il nous vaut de ses sous-caudales, donc sous la queue, elle a 2 traits blancs qu'elle peut actionner, comme ça en fait, quand vous le voyez se déplacer, qui indiquent aux autres oiseaux qu'il y a potentiellement un danger. Particularité, elle peut avoir 2 à 3 nichés par an, et la première nichée peut être amenée à nourrir la deuxième nichée, donc des jeunes qui sont tout jeunes, qui sont tout juste plus indépendants, je veux dire, sont capables de venir en aide et d'aider entre guillemets la deuxième nichée. Donc c'est quelque chose qui est assez important. Donc espèce, elle, qui va plutôt bien. Alors vous l'avez déjà entendu, les premiers sons que vous allez entendre, c'est plutôt des cris de... Alors à chaque fois, je vais différencier cris et chants. Là, c'est plutôt des cris d'oiseaux qui vont passer en migration, parce que c'est un oiseau qui migre aussi. Je rapproche l'enceinte pour que vous puissiez bien l'entendre. Donc ça ressemble effectivement un peu à une poule. Hein. Ça, c'est typiquement un son qu'on peut entendre le soir au mois d'août quand les oiseaux passent en migration. Tac. La poule d'eau. Cet oiseau, vous le connaissez tous. Un des nombreux amis du jardinier, un oiseau très costaud, un oiseau relativement très joli, moi je trouve, et avec un chant plus que formidable. Donc il fait partie de la famille des turdidés. Et les turdidés sont parmi les espèces qui ont les chants les plus développés chez les oiseaux. Donc vous avez évidemment reconnu le merle noir. Donc ici un mâle bien présent avec son bec jaune, donc un bec relativement assez costaud. Donc lui, effectivement, il va se nourrir de fruits, mais également de grosses quantités de vers de terre et parfois d'escargots et aussi de limaces. Donc vous le voyez souvent sautiller dans les parcs et jardins à la recherche, et même si vous faites attention, il y a un truc quand même qui est assez dingue, c'est cette espèce, c'est qu'il est capable d'incliner la tête comme ça sur le côté pour pouvoir écouter. Et de source sûre, il a un ouïe qui est très développé et qui lui permet de repérer les vers de terre sous la terre. Et il va pouvoir piocher, quand il pioche dans le sol, il ne pioche pas par hasard, hein, il va piocher pile à l'endroit où le ver de terre est en dessous. Donc ça, c'est un allié pour lui qui est assez important. Donc les fruits, si vous avez actuellement chez vous des baies ou des arbres à baies, n'hésitez pas. Ou si vous envisagez de planter, aussi une haie très important, n'hésitez pas à planter aussi des arbres qui vont avoir des baies durant la période hivernale, parce que ça va permettre à plein d'hivernants, d'oiseaux encore qui nous arrivent d'Europe du Nord, d'Europe de l'Est, de passer l'hiver chez nous. Donc là, on a eu des petits passages au mois d'octobre. Et typiquement, le jardin public de Loches peut être un site qui va accueillir en fait le merle durant sa période de reproduction, parce que là je suis sur les nicheurs certains, mais également durant la période hivernale. Alors je vous le fais écouter, je peux pas, parce que c'est vraiment trop chouette. Bon, on est en plein mois de novembre, mais je vais vous rappeler le printemps. Hein. Courage. Et c'est beau aujourd'hui. Très très joli. Donc oiseau qui a tendance qui chante très tôt le matin. Donc si vous habitez à la campagne,
en bordure d'un coteau ou ailleurs. C'est un oiseau qui peut chanter en plein cœur de l'été à partir de 4h30, 5h. Donc si vous dormez les fenêtres ouvertes, c'est l'avantage, vous l'entendez. Ça vous permet de savoir. Et le soir, c'est le fameux tic, 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 tic que vous entendez avant que les oiseaux se couchent. Et un oiseau très puissant, capable de faire des grandes quantités, enfin, pas des grandes quantités, d'aller très très loin en migration. Et donc, on a des oiseaux qui descendent chez nous, mais qui peuvent aller jusqu'au Maghreb, Maroc, etc. Et c'est assez important. Alors, un oiseau qui est super connu, super commun. Et il y a, si vous lisez un petit peu, il y a un numéro, sans faire de pub, d'une revue la plus lue dans les terriers, qui s'appelle La Hulotte. Hein. Il y a un numéro spécial qui est paru ces derniers jours, donc qui est relativement assez sympa. C'est le fameux moineau. Alors, le moineau domestique, sachez quand même pour l'anecdote, parce que on dit souvent que c'est une espèce très commune, un peu banale, etc. Il faut quand même savoir qu'à la base, cet oiseau il vient de Mongolie. Et il est arrivé au XVe siècle uniquement en Europe, ce qui est rien du tout hein, pour une espèce. Ça veut dire qu'il y a 15 siècles avant, il était en Mongolie et ça fait que 6 chez nous. C'est rien du tout pour une espèce. Donc lui, il est relativement assez commun, mais merci l'arrêt des produits phytosanitaires, hein, notamment dans les parcs, mais également dans les champs, parce que c'est une espèce qui, contrairement, n'est pas que granivore. Il est insectivore à une période de l'année, et lui prenait de plein fouet en fait les traitements qui étaient faits dans les champs. Donc c'est une espèce qui par contre maintenant a tendance à subir une autre chose, moins qu'on n'avait pas perçu tout au début. C'est par rapport à l'habitat. L'habitat français ou l'habitat même européen, si je puis dire, qui est en train de changer, avec des maisons dites passives et souvent totalement hermétiques, où le piaf, le pierrot ou le moineau ne peut plus nicher. Et ça, c'est vraiment une problématique. Dans le vieux bâti, on arrive à le retrouver. Hein. Donc, il a une espèce qui est très proche, qui est le moineau friqué, qui est encore beaucoup plus rare. Je parle pour ceux qui habitent en Boise notamment. Et le moineau domestique, donc, a un site, il a tous les habitats en fait pour pouvoir vivre dans le jardin public. Il a le petit bassin qui est à l'entrée nord, qui permet aux oiseaux de venir se baigner. Un oiseau va se nourrir 3 à 4 fois par jour, même en plein cœur de l'hiver actuellement. Là. Donc ça, c'est hyper important. Il a des quantités de nourriture avec des baies là, qui lui conviennent parfaitement, plus les insectes et plus après toute la rangée de maisons que je vous ai montré tout à l'heure, pour ceux qui étaient là, avec les maisons qui sont anciennes. Donc lui, on ne peut pas réellement parler de champ, on va parler plutôt de piaillement. Mais ça, on l'a tous au moins entendu une fois. Hein. C'est un oiseau qui est... Alors actuellement, les moineaux sont très actifs et je pense que la période du confinement a eu au moins des effets positifs sur eux parce qu'il y a une très bonne reproduction cette année. Alors, une autre espèce. Je crois qu'il y a un petit souci quand il y a les bruits d'oiseaux ou Ouais, les chants d'oiseaux, ouais, parce qu'en fait, c'est un son très aigu et très je aigu. pense que, ouais, alors c'est bien, on l'entend bien au début et après Mais ça après, coupe comme si le micro coupait. Et c'est peut-être d'accord. un effet de zoom qui reconnaît pas la voix humaine et donc qui coupe le son. D'accord, Donc super, merci. voilà. Donc, je sais pas, j'ai pas de solution, hein, mais parce que voilà, ça se joue, on l'entend bien au tout début et puis après il y a un grand blanc à chaque fois pour chaque Je vais cri. peut-être laisser l'enceinte en fait, je vais pas la rapprocher. On va essayer. Je le fais pour le prochain. Ouais. Une espèce relativement pas commune, si je puis dire, qui aime beaucoup les vieilles maisons, qui aime beaucoup le lierre notamment qui est dessus, c'est le gobe-mouche. Et comme son nom l'indique, lui c'est typiquement un migrateur strict. Hein. Donc il va arriver relativement assez tard, hein, à la mi-avril, et il va repartir mi-juillet. Les derniers, on va les avoir en passage. On va avoir les passages à peu près jusqu'à la mi-septembre. Et le gobe-mouche gris, alors on va l'écouter et vous me direz s'il y a un souci. Moi, je bouge pas l'enceinte. Là, c'est très aigu. Vous l'entendez encore? Là, on n'entend rien du tout. On n'entend rien du tout, du tout. Et là? Un peu plus.
Ouais, je suis collé contre mon enceinte là. On entend bien là, ça va. Bon, je vais rapprocher là. Je vais faire court. C'est le petit plus le son. Alors lui, comme son nom l'indique, donc il a des ailes relativement très longues, hein, une queue très très longue aussi. Des projections, on parle même de projections primaires pour ceux qui ou celles qui suivent le MOOC. Et donc un oiseau qui va être capable de gober des insectes, donc un rôle très important. Et là, vous voyez, il est posé sur un cèdre. Donc typiquement, dans les parcs, on le retrouve assez souvent dans ces milieux-là. Alors maintenant, il y a les nicheurs probables. Donc comme je vous l'expliquais, c'est des nicheurs qu'on pense qui nichent, mais on n'a pas la preuve certaine. On n'a pas vu de jeunes, on n'a pas vu de transport de nourriture. On a un gros doute en fait, donc ce qui est la majorité en général des oiseaux, hein, quand on fait des 4 passages, non pas 8, mais on les a notés. Alors cet oiseau, ça ressemble à un moineau, mais ce n'est pas un moineau. Lui, c'est un insectivore strict, c'est l'accenteur mouché. Donc l'accenteur mouché, joli petit oiseau très strié avec l'arrière de la tête un petit peu bleu pétrole et bec petit et fin d'insectivore. On l'appelle aussi, son surnom c'est le train de buisson. Il va se déplacer en sautillant au sol. Vous pouvez le voir en mangeoire aussi actuellement, souvent au bas des mangeoires, mais il va attendre que les moineaux tout ça passe. Et lui, il a un chant qui est relativement assez fantastique. Et donc pareil, lui, il va nicher plutôt dans des zones arbustives ou des milieux assez fermés. Alors je vous le fais écouter. Alors, ça passe. Un chant très mélodieux en fait. Enfin, nous, on n'a pas beaucoup entendu. Et là, ça marche? Je le refais. C'est mieux? C'est mieux. À voir si je le passe par le son de l'ordinateur. Je fais un essai. Je refais un essai. Alors, l'accenteur. On continue. Elle, vous la connaissez tous. Rapace nocturne, typique. Donc, photo pas prise sur site, mais plutôt sur tour, hein, dans un lieu bien connu. C'est la chouette hulotte. Donc, comme je vous l'ai dit, les chouettes, ce qu'elles affectionnent par-dessus tout, en fait, les parcs, ça les intéresse parce qu'il y a encore doublement, parce qu'il y a une proximité d'eau là. Il y a probablement des surmulots, des rats surmulots. On mettra à terme aussi des pièges photos pour essayer de capter et d'avoir plus d'espèces et de voir ce qui se passe aussi la nuit. Ça peut être intéressant aussi pour nous dans des cas dans des refuges. Et donc la chouette hulotte, surnommée chat-huant par les Chouans, par les Vendéens, etc. Il y a un oiseau que en ce moment vous pouvez entendre très facilement parce qu'elle est dans la période où elle va chanter pas mal, notamment parce que plus on va rentrer là, novembre, décembre, plus les nuits sont longues et plus ça déclenche le chant chez la chouette hulotte. Elle est capable de se reproduire maintenant quasiment toute l'année. Et son type d'habitat, elle est typiquement cavernicole, hein. Là, je pense que tout est dit. S'il y a un creux, notamment dans un arbre comme ça, elle adore parce qu'elle va pouvoir pondre, là, en novembre-décembre, en général. Et elle va pondre ses œufs qui sont de couleur blanc. C'est plus facile pour les repérer la nuit, hein. C'est tout bête, mais c'est important. Et elle va venir se nourrir pas uniquement de petits mulots, mais également de grosses quantités d'oiseaux. Il y a des chouettes hulottes qui sont typiquement spécialisées dans les oiseaux. Et je pense notamment, c'est un oiseau qui est assez costaud, hein. Pour nous, chez les chouettes, c'est l'un des rapaces les plus costauds d'ailleurs, à part pour nos régions, hein, pas pour la France et le Grand-Duc, etc. Le hibou Grand-Duc, pardon. Mais un oiseau qui va avoir tendance en fait à pouvoir se nourrir donc des tourneaux, de moineaux domestiques. Et il s'avère que dans ce type d'habitat, comme le jardin, il y en a plein. Alors je vous la fais écouter, mais je suis quasiment sûr que vous la connaissez tous. La chouette hulotte. Donc là, un mâle typique. On l'entend bien en ce moment. Ouais.
Et là, le kiwit que vous entendez, c'est la femelle derrière. Kiwit, kiwit. Ah. Kiwit. On l'entend pas. Vous l'entendez pas. Et là, kiwit. Ah, là, on a entendu quelque chose. Et ça, c'est un Dommage, chant. c'est une bonne idée d'avoir. atypique. C'est un chant atypique. Ça, c'est un jeune mâle, mais on va pas aller dedans. Je continue. Un oiseau très commun. Très commun dans les champs, très commun en hiver, mais très très rare comme espèce nicheuse. C'est, vous connaissez tous l'expression tête de linotte. Donc elle fait un nid et des gens disent qu'elle serait capable d'oublier le nid et les jeunes. Bon après, c'est des suppositions, hein. Comme les fables de La Fontaine, je pense à une époque. Il y avait beaucoup d'anthropomorphisme et pas forcément de vérité scientifique, je pense. Donc petit granivore typique aussi, encore bec petit et pointu, typique de cette espèce. Donc mâle énormément coloré, avec un plastron un petit peu de couleur rouge et tête grise. On la retrouve beaucoup dans les vignes, mais elle va être présente aussi de passage au-dessus du jardin public et dans les zones un petit peu buissonnantes. Donc elle fait partie des fringiles. Donc, là, on le voit en devine, mais la queue des fringiles, elle est fourchue. C'est typique. Et là, les rectrices, donc les plumes de la queue, sont de couleur un petit peu blanche. Et un oiseau, donc les fringiles, il y a le pinson, le chardonneret, le verdier, sont des oiseaux qui chantent très très bien. Je passe là. C'est un peu plus bas là. C'est un peu plus dur là, parce qu'on n'entend pas beaucoup. Chant très très joli. Ah. Alors elle, on la reconnaît tous. Enfin, on la connaît quasiment tous. L'une des premières hôtes dès qu'on installe une mangeoire en hiver. Un oiseau qui est capable de chanter dès le mois de janvier, fin janvier. Elle s'appelle, son nom latin, c'est Parus major, donc major, l'une des plus grandes. J'ai toujours des gens qui rentrent, c'est bien, au fur et à mesure. On va repasser à 30 bientôt. Et donc, cet oiseau, alors, un petit truc tout bête, pour vous en souvenir, donc la calotte, le dessus de la tête qui est là. Je ne sais pas si vous voyez la flèche quand je la bouge dessus, si? Vous la voyez? Oui, on voit bien la flèche. On voit bien la flèche. Ok, donc après, vous avez la joue, là, blanche. Donc, calotte noire, joue blanche, c'est typiquement une mésange. Après, on a deux mésanges qui ont le ventre jaune. Mésange charbonnière et mésange bleue. Donc la plus grande, comme on l'a dit, c'est la mésange charbonnière. Et la mésange charbonnière, elle fait quelque chose comme ça. Titi-but, 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 titi-but. Un chant, elle a plusieurs chants, mais c'est l'un des chants les plus communs. Après, vu qu'on est dedans et c'est un cas que vous pouvez vous entraîner avec vos enfants, petits-enfants, si vous avez une mangeoire, vous regardez la couleur de sa cravate, de sa barre noire. Si c'est une petite barre toute fine, c'est une femelle. Et si c'est une grosse barre noire, c'est un mâle. Donc là, c'est une femelle. Donc un oiseau qui est hyper actif, dès qu'il y a un changement dans son environnement, elle va le repérer très vite. Et une mangeoire, vous posez une mangeoire 2 heures ou au pire la journée d'après, vous avez une mésange charbonnière qui est dessus et qui va rameuter toutes les autres espèces. Donc espèce très très commune et très jolie. Voilà, et là vous l'entendez. Un chant relativement, pour certains dirais monotone, mais c'est le retour du printemps, fin janvier. Le mois de février, pas loin. Alors, un oiseau qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais je sais qu'il y en a dans l'assemblée qui l'aiment beaucoup, qui l'ont même dans leur nichoir, donc c'est assez joli. Un oiseau qui aime beaucoup les parcs, et ça tombe bien, qui aime bien les parcs avec de la présence d'eau. Donc le jardin public de Loches est typiquement son habitat, ça lui correspond parfaitement. Et avec une autre espèce qui est très proche dans le bâti, qui est le rouge-queue noir, et là c'est le rouge-queue à front blanc. Le dessus de la tête est blanc. Donc comme vous voyez,
il est capable d'emmener des quantités d'insectes assez importantes et surtout assez grosses. Là, on a un diptère, donc une mouche, hein, relativement une grosse mouche qui est là, qui va emmener à son nichoir. Donc le mâle est très joli, il nous arrive à peu près début avril et ils vont repartir pareil fin août, mi-septembre. Et un chant, bah, je vous dis pas, un chant assez chouette. Alors là, c'est un cri d'alarme. On commence par un cri d'alarme. Tic, tic, tic. Ouais, ça c'est typique des rouge-queues ou des traqués. Ce tic, 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 tic. Exact. Et là, c'est son chant. Un oiseau fantastique. Donc, insectivore, migrateur strict. Là, actuellement, il est en Afrique. Donc, il nous reviendra un tout petit peu plus tard. Mais, donc, si on a un rouge-queue à fond blanc et un rouge-queue noir, les deux espèces très proches, en fait, ce qui se passe, c'est que très vite, bah, c'est le rouge-queue à front blanc qui va surclasser le rouge-queue noir. Les deux ne peuvent pas supporter, en fait. Les deux espèces ne peuvent pas cohabiter. Il y a une compétition de sites et pour l'alimentation. Donc, systématiquement, le rouge-queue à front blanc va évincer le rouge-queue noir. Un oiseau très joli aussi. Bon, ils sont tous très jolis, hein, vous avez remarqué. Mais alors, celle-là, avec les enfants, on l'appelle souvent Zorette, parce qu'elle a un bandeau très marqué, noir, hein, sur son œil, là. Et c'est le seul oiseau qui est capable de descendre la tête en bas, le long d'un tronc. Et c'est la citelle. Citelle torche-peau. Alors, sur mon écran, les lumières sont peut-être un peu passées, mais c'est un bleu pétrole de toute beauté, là, ici, habituellement. Et une couleur saumonée assez jolie aussi. Donc, le bec, je ne sais pas si vous voyez la forme du bec. Alors, ça fait penser comme un piscidé. Hein. Piscidé, ça veut dire tout ce qui est pic, notamment. Donc, un bec très puissant. Un oiseau, là, qui est avec une graine de tournesol, mais qui est une espèce typiquement forestière à la base, et qui est capable de manger des grosses, enfin, quasiment tous les fruits qu'elle peut trouver dans la forêt. Hein. Fruits ou baies ou glands, etc. Qu'elle va coincer dans une écorce, je ne sais pas si vous voyez là avec leur reflet, qu'elle va coincer dans une autre écorce et qu'elle va taper dessus. Et des fois en forêt, vous entendez des choses qui tapent. C'est pas forcément des pics. Hein. Et c'est souvent d'ailleurs la citelle. Et la citelle, elle a, comme beaucoup de pics, elle a 2 doigts devant, 2 doigts derrière, et avec des longs ongles qui lui permettent vraiment de s'accrocher. Et c'est un oiseau qui est capable de descendre vraiment la tête en bas. En fait. C'est l'un des rares oiseaux qui descend la tête en bas et qui peut s'accrocher. Parce que bah, si on la compare pour nous, c'est un oiseau qui a comme si elle avait des crampons et qui se faisait un glacier à la descente, en fait, avec une paroi assez vertigineuse. Alors, la citelle, ça fait quelque chose comme ça. Voilà, c'est un peu fort. Ouais. Ça aussi, on l'entend, on l'a entendu un peu encore là en octobre parce que j'ai doux, et on va la entendre dès le mois de janvier-février. C'est des espèces d'Europe du Nord à la base, hein, donc assez costaudes. Vous voyez un petit matin de février et vous allez dans le parc, au jardin public ou dans n'importe quel parc, vous allez, voilà. C'est souvent ce qu'on entend ça, au mois de février. Qui bip, qui bip, qui bip. Allez, pour le plaisir, une dernière, hop. Vous avez vu la diversité de son chant? Bon, c'est pas l'objet de la visio, mais au niveau de la diversité des chants, il y a des oiseaux qui sont au top et la citelle en fait partie. Elle a un vocabulaire au niveau du chant qui est assez impressionnant. Un oiseau qui est très joli. Tout en finesse en fait. Certains reconnaîtront la photo. Alors je ne sais pas si vous voyez la longueur des pattes ou des tarses là, qui sont assez impressionnantes. Les ongles aussi. Et cet oiseau, on pourrait l'appeler petit roi ou roitelet. Donc c'est le roitelet et ça tombe bien, il en a 1, 2, 3. Il a 3 bandeaux. Roitelet a triple bandeau avec donc la calotte et la raie sommitale, c'est le terme, hein, qui est de couleur jaune et qui nous indique que là c'est une femelle. Ça serait de couleur orange, ça serait un mâle. Donc le roitelet,
les gens l'aiment bien, mais plus on est âgé et moins on l'aime parce qu'en fait, il est énormément dans les aigus. Et c'est ce qu'on perd a priori le plus rapidement, c'est les aigus. Et il y a des fois, on l'entend un peu moins bien. Mais vous allez voir, c'est une sorte de si, 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 si. C'est une note qui monte en fait. Si, 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 si. On va écouter. Il le fait mieux. Alors en ce moment, ils sont très abondants. On a des grosses populations qui viennent en hiver, d'Europe du Nord aussi. On n'entend pas bien. C'est ouais, c'est le problème des aigus. Est-ce qu'il y a des gens qui l'entendent? C'est bon. Ouais. Ça va, vous tenez le coup? Oui. Alors C'est maintenant, vraiment chouette. Hein. Vraiment chouette. bon, on essaie. Maintenant, ce qui est important, un site. Donc, on a des oiseaux qui nichent, c'est important. Partout où vous êtes, et sans être chauvin, c'est notre formidable chance en France, c'est qu'on est sur un couloir migratoire assez important. On a tous les oiseaux d'Europe du Nord et d'Europe de l'Est qui vont transiter par la France pour aller après en Espagne, passer Gibraltar pour la majorité, et après aller en Afrique. Donc, on a un couloir d'oiseaux qui va passer, qui est quasiment permanent, hein, même en plein cœur de l'hiver. Là, vous avez plein d'hivernants qui passent actuellement. Et là, justement, début octobre, on a des gros passages en général d'un oiseau qui commence par la lettre A. C'est l'alouette des champs. Et l'alouette des champs, donc on la connaît tous en tant que nicheuse dans un champ, si certains ont fait des comptages ou des prospections balbues, qu'ils avaient des points en bordure de champ notamment. C'est un oiseau qu'on entend tout le temps, de 5 heures du matin jusqu'à 23 heures. C'est impressionnant comment elle est infatigable. Et donc, espèce aussi qui se porte pas très bien dans les champs, mais elle pas bien du tout par rapport à justement des traitements. Et un oiseau qui va passer en grosse quantité, par contre, en hiver. Là, en octobre, et on a eu un mois de décalage cette année. Ils sont passés début novembre et un oiseau qui passe énormément. Alors, un peu insignifiant au niveau des couleurs, mais par contre, quand elle chante, donc il y a un peu de vent là, dans l'enregistrement. Alors, quand elle passe en migration, c'est un cri, hein, c'est un cri de contact qu'elle va donner. Là, c'est son chant complet. Hop. Bon, c'était court pour la fête. Alors, comme je vous le disais, la particularité d'avoir des bassins à la proximité de l'Indre, c'est qu'il y a des espèces totalement inhabituelles qui peuvent s'arrêter dans le jardin public. Et donc, il y a des données que j'ai réalisées pendant les observations, enfin pendant les IPA, mais il y a aussi, je le redis parce que c'est important pour moi, il y a Rudy, notamment l'agent qui est référent du site, et ben il m'a donné pas mal de compléments en fait, pas mal de choses, et je trouve ça hyper important. Vous voyez, je parlais d'échange tout à l'heure, c'est un lien qui était assez important. Et cet oiseau, on le voit plutôt habituellement sur les bords de Loire, les bords du Cher, alors les bords de l'Indre aussi. Et donc, je ne sais pas si vous voyez le détail des plumes là sur cette photo. Et c'est juste fantastique en fait. Et pour ceux qui connaissent un peu plus, qui font un peu plus d'ornithologie parmi nous, il y a des adhérents de la LPO là. Et il a une sorte de balancement comme ça, un petit peu de hache-queue. Il y a le chevalier guignette qui le fait, le chevalier cul blanc. Et ce qui nous permet de le différencier à tous les coups, c'est cette petite tache qui remonte sur l'épaule là. Et lui, c'est un chevalier guignette. Donc, plutôt espèce inféodée, il va venir chercher des petits insectes aquatiques hein, en bordure d'eau. Et c'est des oiseaux qui peuvent s'arrêter sur les bassins comme ça. Ils sont en migration, ils sont fatigués, ils voient un bassin, le coin a l'air sympa et ils s'arrêtent. Et ces observations ont plutôt été faites le matin avant l'ouverture au public, hein, évidemment. Et ça, c'est assez important. Et ça vient vraiment en complément de ce qu'on a fait. Voilà, c'est un petit cri comme ça. Alors, quand l'hiver est là, comme je vous le disais,
ce qui est assez important, c'est qu'on laisse des baies. Et notamment pendant les nuits froides d'hiver, alors je pense que typiquement hier soir ou typiquement cette nuit-là, on va voir des griffes qui vont descendre. Notamment, ces espèces, on peut la trouver en Roumanie. Aussi, elle peut nicher dans la toundra, donc Sibérie, hein, pour faire simple, et au plus près l'Écosse ou l'Allemagne pour nous. Ouais, l'Allemagne. Et donc la griffe Movie, que je vais vous faire écouter. Et on a une autre espèce, parce que là, c'est un double de choc, en fait. C'est une photo qui est très jolie. Hein. Une griffe licorne qui fait tchac-tchac-tchac, tchac-tchac-tchac, tchac-tchac-tchac. Donc, elle surnommée la mauviette parce que c'est l'une des plus petites griffes qu'on a chez nous. On a 4 espèces de griffes. La griffe draine, la griffe musicienne, la griffe licorne et la griffe mauvie. Et elle, on peut l'entendre, je vais vous la faire écouter. C'est une sorte de... Alors au début, ça va être quelques cris, un petit peu de chant, et c'est son cri de contact qui va être important. Donc ça, c'est un cri d'alarme, ça. Avec un sourcil bien marqué. Voilà, ça, typique là. Psip, psip. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez entendre ce soir à la tombée de la nuit. Vers 19h, si vous êtes dehors, vous pourrez l'entendre. Peut-être, hein, mais ça doit passer là. Donc là, c'est pareil, c'est des oiseaux qui ont été vus en passage. Des oiseaux qui ne sont pas sur site. Donc des oiseaux qui peuvent faire, qui sont en passage, mais qui pourraient être très bien sur site, avec peut-être un boisement plus important. C'est la griffe musicienne. Alors la griffe musicienne, si on peut la comparer à un artiste ou un musicien très connu, ça serait Mozart en fait. Tellement elle est au niveau des notes terrible. Eh ben, j'ai passé trop vite, je m'en excuse, je reviens. J'ai cliqué où je voulais pas. Voilà. C'est un peu fort quand même. non, c'était bon. C'est mieux de mettre fort parce que c'est vrai qu'on entend plus. Plus fort, c'est mieux, oui. Là, c'est mieux là. C'est un Donc, peu mieux, ouais. une griffe musicienne, vous pouvez l'écouter pendant des heures. Je peux vous assurer qu'elle ne fera jamais les mêmes notes. Et chaque individu est différent en plus. C'est magnifique. Je suis fan de la griffe musicienne. Donc là, c'est des passages migratoires. Sur le site, on l'a trouvé plutôt en passage. Donc, un autre oiseau qu'on trouve dans les champs, qui niche plutôt habituellement dans les prairies. Alors, il a un nom un petit peu insignifiant. Hein. Il y a des fois, c'est un peu bizarre les noms des noms des oiseaux. C'est le pipite. Alors déjà, c'est pas facile. Pipite et pipite farlouse. Alors, chez les pipites, quand on les étudie un petit peu, heureusement qu'on les reconnaît à l'oreille et au cri, parce que souvent, l'identification, c'est un peu plus compliqué. Alors lui, ça va être quelque chose comme ça. Si vous tenez encore pour les chants. Donc là, il est au sol, typiquement. C'est pas ce qu'on entend en ce moment. On ne peut pas sélectionner encore les plages qu'on veut. Ça, c'est ce que vous pouvez entendre quand vous baladez dans les champs ou quand ils passent en migration. Donc des oiseaux qui transitent par le jardin, qui suivent l'Indre vu d'en haut, hein, pour faire simple, et qui vont plein sud. Alors maintenant, on a une catégorie qui est importante. C'est ni des espèces qui viennent se reproduire, ni qui passent en migration, mais qui viennent uniquement manger. On l'a évoqué tout à l'heure. L'oiseau avec un hoche-queue, assez bien marqué, sourcils bien marqués, bavette aussi noire, encore un peu plus grande, un jaune citron aussi au niveau du ventre. C'est la bergeronnette des ruisseaux. Elle est belle celle-là. Donc elle, typiquement, le jardin, ça lui va super bien. Il y a des insectes dans les pelouses à venir attraper. Il y a des zones où elle peut nicher des ponts qui sont pas loin, un peu plus en aval, plus au nord, hein, comme on veut, où elle va pouvoir nicher. Et elle est très fréquente sur le site. Alors, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, il y a un oiseau qui est relativement assez... alors, qu'on peut voir, et merci les ifs qui ont été plantés. Donc les ifs, vous savez, c'est des résineux un petit peu, un petit peu jolis. Oui, j'allais y arriver.
Et cet oiseau, effectivement, c'est le gros bec casse-noyau. Casse-noyau parce qu'il est capable de casser donc les noyaux, y compris les noyaux de cerise. Hein. Donc, je vous invite pas à coincer un noyau de cerise entre vos dents et d'essayer de faire le chose. Parce que vous allez aller chez le dentiste et puis en ce moment, c'est pas trop cool d'y aller. Enfin, c'est pas facile. Et lui, donc, il va se nourrir de baies et il va casser les noyaux et il va se nourrir de l'amande qui est dedans. Mais également de jeunes bourgeons. Il aime bien, comme le bouvreuil à l'occasion, les bourgeons. Et il fait quelque chose comme ça. Et c'est un oiseau qui vit plutôt à la canopée. Et on a eu la chance de les voir. Il y a eu un petit passage migratoire où d'une petite bande de gros becs qui étaient là avec des griffes movies sur le site à un moment donné. Alors, on en a eu dans notre nichoir aussi, mangeant des noix et des noisettes. Ouais, mangeoire. Oui, ils sont venus à les mangeoires. Oui. Petite note plaintive. Alors lui, on l'entend plus qu'on le voit. Hein. Voilà, après quand on le voit, un vol légèrement ondulant en fait. Dans les parcs, on peut le voir. Dès que vous avez des îles, vous cherchez le gros bec. Il aime bien les frênes aussi. Alors, on a évoqué tout à l'heure les oiseaux du bâti. Donc, la ville de Loches est une ville relativement ancienne avec pas mal de bâtis. Donc, qui dit bâti dit des espèces rupestres, des espèces qui vont nicher. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé des espèces cavernicoles. Là, on va faire un petit topo sur les espèces rupestres. Donc, des espèces qui vont nicher au voisinage de l'homme. Donc là, il y a proximité d'eau encore sur le jardin. Donc, quantité d'insectes, éclosion à fond. Et donc, les hirondelles vont venir se nourrir. Vont venir se nourrir, s'alimenter au-dessus du jardin, voire même plus large au-dessus de l'Indre, pour aller aussi venir chercher parfois de la boue pour faire leur nid. Enfin, de la vase qu'ils vont trouver. Un argile assez particulier. Là, typiquement, elles sont en train de chercher en bande, hein, plusieurs adultes là, pour comment? Elles ont un bec aussi en forme un petit peu de truelle, et donc ce qui va leur permettre de maçonner. Cette boue mélangée avec de la salive, en fait, ça fait pour eux du ciment, et ça marche très très bien. Donc espèce sur lequel on travaille beaucoup, et la proximité aussi des oiseaux qu'on connaît sur une intervention qu'on a fait, notamment avec des bénévoles là. Je pense à la famille Genté, sur les Beaulieu, qui est à proximité, donc où il y a des colonies d'hirondelles, une belle colonie d'hirondelles de fenêtres qui est présente. Donc elle, c'est une sorte de note un peu, une sorte de gazouillis, espèce qui arrive à la mi-avril à peu près, et qui nous repart à la quinzaine de septembre. Alors je pense que cette photo va faire plaisir à quelqu'un. Il se reconnaîtra s'il est encore là. Teams. Le martinet, donc le swift, comme on veut, espèce assez fantastique, hein. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bon, comme tous les oiseaux, hein, mais un athlète vraiment de haut vol capable de passer la bagatelle de. Il faut que je fasse le décompte à chaque fois. On va faire court 343 jours en vol par an. Donc 21 jours à peu près posés, enfin, mais pour la femelle quand elle couvre notamment. Donc un oiseau qui va passer l'hiver en Afrique du Sud, c'est un petit détail là, et qui est capable de nicher au plus haut en Finlande, et qui vient évidemment dans le vieux bâti, et évidemment sur le Lochois, notamment dans les logis royaux, etc., les vieilles demeures, et un oiseau qui va venir aussi s'alimenter en grosse quantité lorsqu'il y a des éclosions d'insectes. Je ne sais pas si vous avez vu à peu près la taille là, la taille de l'aile. C'est un oiseau qui est juste, qui est capable d'aller très très vite et qu'on ne voit pas très longtemps. Il nous arrive à peu près vers le 8 avril et au 14 juillet. Cette année, ils sont restés un peu plus tard. On a eu des observations en novembre. Il y a eu 2 cas d'observation en novembre, ce qui était très tardif. Alors lui, aussi bien, je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu de chants qui nous évoquaient le printemps. Là, je vais vous évoquer l'été. Je vais vous transporter un peu en été. 20 secondes. Ah oui, ça, extra.
Il faudra l'attendre encore un peu. Il va pas venir tout de suite. Alors là, vous pouvez me dire, ah là, il y a un problème, il s'est planté d'espèces. Non, non, il y a bien le héron cendré qui vient. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, dans les bassins, qu'il y avait des poissons. Et qui dit poisson, dit héron aussi. Donc le héron, à l'occasion, au petit matin, tranquille, avant l'ouverture toujours, vient pour venir manger ou prélever un petit peu les poissons. Donc un oiseau assez magique, alors évidemment qui vient se nourrir, hein, comme on l'a dit, qui ne niche pas sur site, parce qu'il ne pourrait pas. Il vit dans des héronnières, dans d'autres milieux encore plus sauvages. Mais un oiseau, alors on ne peut pas dire qu'au niveau du chant, ça soit très développé, mais bon, ça c'est décrit. Donc des oiseaux qui peuvent être présents comme ça aussi, c'est toujours assez sympathique. Alors maintenant, on a mis quelques espèces rares. Parce que il y a eu des moments assez sympas. Donc encore une fois de plus, une observation de fait réalisée par Rudy, donc le jardinier hein, qui travaille sur le site. Et d'où les fameux canards, je vous ai parlé tout à l'heure. Canards mandarins. Donc je pense que tout est dans le nom. Hein. Vous savez à peu près d'où ils viennent, plutôt d'Asie. Et espèces introduites en Angleterre, comme oiseaux d'ornement, et maintenant des populations qu'on dit des populations férales, donc des populations qui sont développées et qui sont venues maintenant un petit peu nicher. Et je pense que c'est l'un des rares cas de canard mandarin nicheur qu'on connaît pour la Touraine. Donc c'est assez remarquable pour ça. Et donc espérons que justement l'arbre mort qui l'a accueilli, ou l'arbre avec la branche cassée, sera conservé sur pied. Ah, j'ai passé un peu vite. Il y a des fois quand je clique, ça ne marche pas. Ça fait un truc un peu bizarre quand même. Avec des mésanges bleus sur fond sonore. Alors maintenant, il y a un oiseau qui est vraiment inféodé au parc, aux grands arbres et notamment avec des cavités. C'est le pigeon colombin. Alors le pigeon colombin, c'est pas le pigeon ramier, hein, il est beaucoup plus petit, lui il est vraiment inféodé aux vieux arbres morts et voire même à la forêt. Il fait un truc comme ça. Wouhou, 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 wouhou. On l'écoute. Plus petit que le pigeon ramier et pas de tache sur le cou, notamment. On le trouve beaucoup en forêt aussi. Alors là, grand-maman, c'est une photo qui peut vous paraître bizarre. Je l'ai quand même mis, mais c'est important. On était notamment avec Nicole lors d'un comptage et à un moment, j'ai vu un truc assez grand, bizarre, passer très très haut dans le ciel. Alors c'est un grand rapace, ça fait penser à un aigle, hein, mais c'est très très proche de l'aigle, mais c'en est pas un. Et c'est un pigargue à queue blanche. Donc un pigargue à queue blanche qui est passé au-dessus en fait du jardin, voire même de la ville de Loches. Donc pour information, il est régulièrement observé en Brenne, hein, et quand vous tracez une ligne droite, la Brenne, Loches et un vol d'oiseau, c'est rien du tout. Un oiseau, donc un immature, hein, de couleur très très sombre, et pas de queue blanche. Il n'a pas la queue blanche. Et qui est probablement venu faire un tour. Il avait été vu la veille pas très loin en fait, et on a eu l'énorme chance de le voir. Alors je vous le fais écouter, et c'est pas au son que vous le reconnaîtrez. C'est un petit côté norvégien là. On voyage hein, cet après-midi. Ça fait fier de norvégien à fond là. Et on espère qu'un jour il renichera en Touraine. Pour la Brenne, c'est en cours, mais. Et voilà la dernière diapo. C'était pour finir en beauté.